Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Marianne Spear. Simon n'est pas là aujourd'hui, mais on a Marianne, donc bonjour. Je compte pour deux. Allô. Allô. Marianne, c'est qui Marianne Spear? Elle est animatrice et productrice de contenu à l'émission Parler d'argent, c'est pas compliqué sur Emma TV. C'est pas stressant, mais... Oh, c'est pas stressant, désolé. C'est pas compliqué non plus, j'imagine. En effet, j'essaye. Elle possède plus de 103 000 likes sur TikTok et près d'un demi-million de vues. Elle est aussi membre de la Fondation canadienne d'éducation économique. Est-ce que j'ai massacré l'intro ou ça fait quand même du sens? Non, ça fait tout à fait du sens. All right. Pour commencer, Marianne, j'aimerais savoir un petit peu, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu sais, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'univers de l'argent? Hey, c'est drôle parce que j'y pensais dernièrement, puis ça fait tellement longtemps. Là. Je me souviens que j'avais peut-être... j'apprenais à compter. Là. Puis je me disais... Fait que je sais pas, j'avais peut-être... À quel âge qu'on apprend à compter? Mettons, 2 ans, genre? 2 ans, OK. Je suis en retard, c'est ça que t'es en train de m'apprendre. Non, ben OK, j'étais aussi capable de me souvenir de ce qui s'était passé parce que c'est comme clair dans ma tête, j'étais dans l'auto, puis je me disais... Ah, mais si je commence tout de suite à mettre $1 de côté à chaque jour, c'est quand que je vais avoir 1 million, tu sais. Wow. Puis là, je l'avais calculé, puis j'avais fait « Merde, je vais pas vivre 1 million de jours! » Fait que ça a toujours été un peu comme en arrière-pensée là, pour moi. Ben, tout ce qui était les sujets tabous, je me sentais peut-être un peu déviante quand j'étais petite, là, parce que j'étais comme l'argent, la sexualité. Right. C'était toutes des choses que je trouvais comme pas nécessairement intéressantes, mais je suis quelqu'un de très curieuse. Fait que quand je sens qu'un sujet n'est pas exploré en profondeur, on dirait que je veux vraiment y aller. Puis étant dans la société qu'on est, finalement, l'argent, c'est pas mal plus tabou que le sexe. Fait que je suis rendue là. Mais fait que tout ça pour dire que ça fait vraiment longtemps. Puis quand je commençais à avoir un peu d'argent de poche, je me faisais des petits budgets dans mon journal intime. Fait que ça fait super longtemps. Mais quand j'étais plus rendue à un endroit dans ma vie où je devais décider quoi faire, ben pas décider, mais tu commences à te faire poser la question plus sérieusement, 12-13 ans. Je voulais vraiment m'en aller plus en relation d'aide, genre psy. Okay. C'est quoi déjà l'autre chose? Intervenante en criminologie, sexologue. Ouais, c'était un peu ça qui m'intéressait. Puis finalement, mes expériences de vie à cette époque-là, ça m'a fait comprendre que l'argent, ça a créé beaucoup de problèmes. Puis c'était pas au niveau des chiffres, là, c'était au niveau de comment le monde se sent. Mes parents, quand ils se sont divorcés, j'avais genre 6-7 ans. Puis ça a toujours été correct comme divorce, jusqu'au moment où il y a eu des problèmes d'argent, de comme pension. Puis là, j'avais 14-15 ans quand ça a commencé. Puis tu t'en rappelles, genre, c'est comme ça t'avait marqué? Ah, ça m'a tellement marqué, mais c'est parce que c'est tout un contexte de aussi, là, dans le fond, il fallait décider avec qui on allait habiter. Ouais. Puis quand j'ai finalement décidé, tu sais, je suis pas allée avec qui j'aimais le plus, là, j'étais allée avec celui-là qui me laissait sortir le plus longtemps. Non, tu sais, j'ai quelqu'un qui aime ça explorer, fait que j'aimais ça, avoir des amis beaucoup, pas avoir full de restrictions. Mais dès que j'ai choisi ça, finalement, j'ai décidé d'habiter avec mon père. Puis ma mère, elle a développé un cancer, genre, quelques semaines après. Wow. Fait que là, comme du vendre sa maison, ça m'a tellement ça m'a vraiment pris. Mais, surtout à cet âge-là, là, c'est tellement comme 14-15 ans, là, c'est genre là que tu construis un petit peu une vie sociale, puis tu dois tellement être ébranlé par ce genre d'événement-là. Là. Ah, absolument, absolument. Tu sais, je me mettais beaucoup de... Puis j'en ai encore un peu. Des fois, j'étais comme, moi, j'ai pas fait le bon choix, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Mais au bout du compte, j'étais comme, mais tu sais, les chicanes, ils ont parti à cause des affaires de ben voyons, tu me respectes pas, t'as pas payé ça, moi je paye ici. Puis là, le monde ne s'entend pas au niveau de l'argent, tu sais. Puis ils viennent émotifs quand ils en parlent parce qu'ils se sentent dépourvus, comme. Ils se sentent dépourvus, ils ont pas les connaissances nécessaires, fait que ça vient vite des conversations émotives. Puis je pense qu'avec plus d'outils, ben on pourrait un peu amoindrir des problèmes dans pas mal de familles, de couples, puis même avec soi-même, tu sais. L'anxiété financière, c'est vraiment quelque chose qui existe. Ouais, c'est fou. C'est malade un petit peu d'en savoir plus sur ton background, là, parce que, tu sais, sur le podcast, puis les gens qui l'écoutent, on essaie beaucoup d'en parler, tu sais. On le sait, l'argent, c'est tabou au Québec, genre. Puis le but, je pense, du podcast, puis un peu ce que tu fais aussi au day-to-day, mais c'est vraiment d'en parler puis d'ouvrir le dialogue. Comme moi, personnellement, mettons, j'ai commencé à m'intéresser profondément aux finances comme 5-6 ans. Mais c'est cool de voir comme à quel point toi, ça t'a frappé genre jeune dans ta vie. C'est fou, là. Ben, c'est ça, tu sais, mon intérêt plus marqué, c'était moi aussi, le 5 j'ai 21 ans, là, en passant. C'était aussi environ 5-6 ans. Mais ouais,
je pensais à ça, je me souviens, j'étais dans l'auto en arrière, puis j'étais là, OK, si je mets $1 par jour, quand est-ce que je vais avoir 1 million? Puis là, ça a comme été de me rendre compte que ça marchera pas, mais aussi, j'étais là, je vais pas vivre 1 million de jours. Là. Je me souviens pas combien de temps ça donne, mais c'est genre 300 ans, ça se passera pas, là. Ça se passera pas. Mais juste pour fermer la parenthèse, finalement, j'avais ça, l'affaire avec mes parents. J'avais aussi un chum dans le temps qui était un peu plus vieux, qui avait 18 ans, puis il se faisait appeler beaucoup par des créanciers. Je voyais qu'il y avait des problèmes de gestion de crédit, mais en même temps, il faisait genre tout le temps se faire offrir des cartes de crédit. J'étais comme, il y a quelque chose qui marche pas ici. Puis quand j'ai commencé à travailler, je posais des questions. Je disais à mon père, papa, j'aimerais ça faire ma déclaration de revenus. Puis il était comme, mais ça sert à rien. Puis je disais, mais pourquoi? Puis il pouvait pas m'expliquer, mais c'est parce que je faisais même pas 5 000 $ par année, fait que ça valait pas vraiment la peine. Mais puis tu peux le faire quand même, mais ça, j'avais quand même vraiment des questions, puis on dirait qu'à chaque fois que j'avais pas de réponse, je me suis dit, je vais aller les chercher. Mais c'est nice parce que les problèmes qui t'expliquent en ce moment, c'est un peu... moi et Simon, on commence à faire des conférences dans les écoles beaucoup, puis on se rend compte que le problème de discorde puis les conflits qui entourent l'argent en général, c'est relié, ça part de la jeunesse, le veut pas. Là, quand tu as 40 ans, quand tu as 45 ans, puis tu connais pas la différence entre un REER et un CELI, c'est difficile de l'admettre puis d'aller chercher comme les ressources et l'information. Fait que c'est sûr que veut pas. Puis je pense que tu le fais très bien, là, entre autres sur TikTok, comme pour avoir un plus grand impact, vraiment changer un petit peu le discours, clairement de s'adresser aux jeunes, ça peut être intéressant, mais comme, anyways, il n'y a pas d'âge là, pour apprendre. Parle-moi un petit peu de MATV, c'est nice, dans le fond, tu as un show à la télévision, c'est ça? Oui, exactement. Quand j'ai commencé ma technique en service financier après le secondaire, j'ai participé au club entrepreneuriat Sainte-Foy de mon cégep parce que je voulais en faire un peu plus, là, comme je te dis. J'aimais beaucoup ce que j'apprenais, puis je trouvais ça assez simple. Fait que je comprenais pas pourquoi on ne nous l'avait pas communiqué avant. Puis aussi, j'avais souvent entendu, on devrait nous apprendre ça à l'école, Fait que je suis entrée dans le club, puis avec le club, on a monté une conférence qui s'appelait Ton nom à crédit. Ça se donnait au cégep. Puis on faisait affaire avec des conseillers. C'était divisé en 3 volets. Il y avait... Fait que c'était comme une soirée de conférence, mais il y avait 3 conférences, mais de genre 20 minutes chaque. Volet budget, gestion du crédit. Puis j'avais créé un quiz, le quiz de tolérance au risque qu'on fait. Le profil d'investisseur. Profil d'investisseur, exactement. Puis là, je me trompe tout le temps de mots à cause que j'ai créé ce quiz-là. J'ai appelé ça le profil de consommateur. Je me suis dit, c'est comme... je me suis dit, c'est la première étape pour... pas c'est la première étape, mais ça... un peu. C'est comme la première étape pour montrer aux consommateurs puis aux particuliers en général que pour gérer ton argent, il faut que tu te connaisses en tant que, premièrement, consommateur parce que si tu n'as pas du temps, tu n'as pas vraiment accès au crédit. Puis éventuellement, ça va être profil d'investisseur. Ça n'a pas full rapport avec le crédit, là, mais avec ta gestion de risque puis ce que tu es prêt à prendre comme risque dans tes investissements. Fait que j'avais fait ça. Puis ça l'a quand même bien pogné. Moi, ce qui m'a surprise... C'est la quantité de gens en conférence? Oui, il y a comme une centaine de personnes. Puis en plus, on faisait payer. Mais c'est qu'il y avait des... C'était combien par contre? Pour... $7. OK. Me semble. Peut-être 9. Je me trompe tout le temps de 7 puis 9. C'était une conférence d'1 heure, genre? C'était toute une soirée. Ça devait être genre un 5 à 9. Là. OK, C'était quand même le fun. Je pourrais retrouver des archives. Puis ça a quand même pogné. Il y a eu, ça, je m'en souviens, des gens qui venaient d'arriver au Québec. Qui ont vu passer ça sur Facebook, fait que ça se dit, je vais aller prendre l'info. Ça, j'étais tellement contente. Puis en tout cas, mini parenthèse, mais la Fondation canadienne d'éducation économique pour laquelle je suis représentante depuis 3 ans, dans le fond, eux, leur rôle, c'est de parler de la littératie financière partout au Canada. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi la littératie financière? C'est tout simplement tout le langage qui se rapporte aux finances. Fait que, puis c'est ça que je répète souvent dans mes ateliers. Je dis, vous allez voir, il y a des mots qui ont l'air bien compliqués, mais souvent, ça veut dire des choses assez simples. Puis sans s'en rendre compte, je pense, dans les médias, justement, en politique, dans les livres, on adopte un langage financier, puis là, ça a l'air comme inaccessible parce que c'est certains mots. Mais finalement, c'est assez simple de comprendre. Comme quand j'ai ouvert mon premier compte épargne, j'avais ma première job, j'avais 12-13 ans. Puis elle me dit... Tu as commencé à travailler à 13 ans? Je vendais des fraises à 12 ans. À 13 ans, je vendais des fraises. Puis à 14 ans, je travaillais dans un magasin de souliers. J'ai travaillé 4 ans dans les souliers. J'ai trippé raide. Fait que peut-être qu'un jour, j'aurai un magasin de souliers. Ça se peut. Mais quand la fille de la banque, elle m'a dit, veux-tu ton compte épargne? Tu pourrais avoir un compte épargne à intérêt élevé.
Puis là, j'étais comme, mais pourquoi je paye des intérêts sur mon épargne, genre, c'est quoi qui a... C'est tombé. Je disais, c'est vrai que c'est des grosseurs, mon évidence. Mais tu sais, j'ai catché après, fait que c'est ça, la littératie financière, là, c'est de comprendre quel mot veut dire quoi, là, puis d'être capable de l'adapter dans des contextes différents. Fait que les ateliers que je donne avec la fondation, moi, ils donnent des ateliers à tous les types de personnes âgées, étudiants, personnes de l'entrepreneuriat et nouveaux arrivants. Puis moi, je t'avouerais que je fais pas mal juste des nouveaux arrivants, c'est depuis 1 an, là, parce que je tripe vraiment avec eux autres. Fait que c'est drôle, ça fait comme un rappel à... Un loop, là. Ouais, exactement. Quand tu dis que tu fais ça avec les immigrants, dans le fond, c'est qu'en ce moment... La technique que tu as étudiée, dans le fond, est-ce que ça t'a donné le titre de conseillère financière? Non, pas du tout. Okay. Fait que je peux pas donner de conseils personnalisés. Puis de toute façon, ce que je regarde beaucoup avec l'atelier, ça s'appelle Gérer votre argent au Canada. Okay. Puis c'est en 3 volets. Fait que je regarde tout le système bancaire, ils savent même pas. Là. Quand je dis nouveaux arrivants, c'est vraiment parce que c'est des nouveaux arrivants. Ils sont en cours de francisation. Moi, dans le fond, je vais dans leur cours de francisation donner cet atelier-là. Nice. Fait que je peux parler de tout ça sans avoir de permis. Il faut juste que j'ai les connaissances nécessaires. Le système d'impôt. Les impôts, ça, je peux en parler tant que je veux. En fait, tu peux pas mal parler de tout tant que tu donnes pas de conseils. Là. C'est sûr, l'objectif, c'est vraiment pas de faire de la désinformation non plus, mais... non, c'est ça. Je suis très, très au courant de ça. Fait que la technique, dans le fond, ça te permet vraiment juste d'avoir comme un bagage de connaissances, mais est-ce que ça te permet aussi de travailler dans le domaine financier, genre? Ouais, la plupart des gens qui étaient dans ma technique, c'est la technique de... Là, ça a changé de nom, là, c'est rendu service financier assurance au Cégep Sainte-Foy. La plupart du monde qui était dans ma technique, maintenant, ils travaillent dans des caisses ou avec des assureurs ou des cabinets de services financiers. Dans le fond, dès que tu finis ta technique, tu peux passer ton examen pour être conseiller en sécurité financière. T'sais, habituellement, il faut que tu fasses une formation avec l'AMF, mais comme notre formation est inclue dans notre deck, mais je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite parce que j'avais l'émission qui est arrivée après. Mais c'est ça, parlons-en. Dans le fond, MATV, pour les gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée, c'est quoi? Je pense que c'est si je me trompe pas, c'est un poste, une branche de Radio-Canada, c'est ça? Non, pas du tout. C'est une TV, c'est un poste indépendant, right? Semi, en fait... dans le fond, il y a comme 3... Moi, comment je vois ça, il y a 3 grandes familles un peu des médias québécois. Il y a Bell, Québécois, puis Radio-Can, c'est gouvernemental. Hein? Fait que ça mourra pas, ça mourra pas. C'est pas supposé. Mais moi, c'est comme une branche un peu de Québécois. Mais pas tout à fait, parce que dans le fond, c'est une branche de Vidéotron, puis Vidéotron, c'est une branche de Québécois. Fait que ça descend de même, là. Mais en gros... Shout-out Pierre-Carl Pelado. C'est ça. Mais en gros, MaTV, c'est la chaîne communautaire de Vidéotron. Fait que c'est pour les abonnés Vidéotron, mais tu sais, finalement, ils font du contenu pour tout le monde, là. Mais ce qui est super le fun avec ce poste-là, des fois, ça peut être étonnant, mais des fois, c'est le fun. C'est que leur objectif, ça doit vraiment être d'informer les citoyens, les émissions qu'il y a, ça doit être des émissions pour la communauté. Fait que j'ai pas accès, j'ai eu accès au code d'écoute, mettons, la première année. Mais après, ils essaient toujours de se rapprocher le plus possible de leur objectif. Puis ils me disent, tu sais, Marianne, on n'a pas le droit que nos émissions deviennent un peu... qu'est-ce que beaucoup de médias se font critiquer d'être en ce moment. Puis sensationnaliste, genre? Oui, de chercher des clics. Puis le fait juste de savoir ton nombre de visionnements, c'est qui le regarde, d'avoir ces statistiques-là, veux pas, c'est niaiseux, mais c'est vrai, ça va biaiser ton contenu. Tu vas vouloir faire plus que ce que le monde veut. Puis c'est sûr que ça fait plus réagir le monde quand les choses qui sont négatives. C'est de la base en finance aussi, là, c'est la finance comportementale. Ça vient plus te chercher quand c'est négatif. Fait que c'est sûr que tu as plus de clics sur ces affaires-là. Fait que là, on se met de plus en plus à avoir du contenu biaisé. C'est tout à fait normal, là, par exemple, mais c'est ça qui est le fun avec MaTV, je trouve, c'est que on me laisse vraiment comme la place à faire qu'est-ce que je ressens qui est bon. Pertinent. C'est ça qui est pertinent. Puis ben là, c'est ça, j'allais te demander des stats et tout, mais là, clairement, t'as pas accès au code d'écoute, fait que... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je les ai eus pour la première année, mais j'ai comme pas le droit vraiment de les divulguer, mais je suis vraiment très contente. Ce que je peux dire, c'est qu'on est... l'émission est toujours dans les top 10 des émissions les plus écoutées des réseaux MaTV. Puis il y a MaTV Québec, MaTV Montréal, MaTV Sherbrooke, MaTV Granby. Puis top 3 à Québec, là, toujours. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Puis comment j'ai eu l'émission, là, c'était-tu genre un peu une des questions? Yeah, why not? Ouais, c'est après la conférence que j'ai parlé. Il y a eu des petits articles.
J'ai donné d'autres présentations pour Desjardins à ce moment-là. Il y avait leur campagne Mes finances, mes choix. Puis je cherchais quelqu'un pour animer les soirées. Puis je refaisais mon profil de consommateur, mon fameux profil de consommateur avec les gens qui étaient là. Puis éventuellement, ma mère, elle voyait que j'aimais beaucoup ça, plus l'animation et tout. Mais c'était important pour moi d'avoir mon créneau aussi. Là. J'ai jamais été... j'ai pas envie de parler pour rien dire. Ouais. Ben, je pensais pas mal ça tout le monde, là, mais c'est quasiment une insécurité, je te dirais, chez moi. Okay. Fait que ma mère, elle m'a dit, il y a un poste de chroniqueuse à ma TV qui vient d'ouvrir, tu devrais passer une entrevue. Fait que j'étais allée passer l'entrevue, puis à la fin de l'entrevue, le directeur de programmation, il m'a dit, tu sais, si tu veux déposer un projet d'émission en tant que citoyenne, tu peux le faire. Fait qu'en gros, tout le monde peut le faire. Mais il y a beaucoup de projets qui passent et sont pas tous acceptés. Je le sais parce qu'après, j'ai des gens qui m'ont demandé comment faire, qui ont passé par le même processus que moi, mais que ça l'a pas donné. Fait que, question de timing aussi. Ouais, c'est ça. Puis je dis pas ça pour m'enlever du crédit non plus. Comme c'est vrai que tout le monde peut déposer un projet, mais je suis quand même fière vraiment de ce qui est devenu puis qui a été accepté. Ouais. Switchons un petit peu de discussion. Là, on en reçoit beaucoup de questions sur les finances personnelles, fait que, budget, l'épargne, l'assurance, des trucs comme ça sur le podcast. D'ailleurs, tout le monde qui nous écoute, merci du fond du cœur de vous intéresser, d'écouter puis de nous écrire sur liberté45.com. Toi, je voulais savoir, tu as eu la chance probablement d'interviewer des dizaines de personnes, tu as monté des émissions complètes là, sur Emma TV, ça fait maintenant 3 ans. Est-ce qu'il y a comme un framework ou juste une façon de faire les choses comme de base qui te permettent un petit peu de bien gérer tes finances, toi, au quotidien, genre? C'est tellement une excellente question, là. Vraiment. Tu poses vraiment des bonnes questions. Mais oui, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux dans tes finances. Tu sais, on dirait que c'est peut-être notre système d'éducation aussi qui est fait comme ça, mais on cherche tellement des réponses. Hein? C'est quoi que je dois faire? Dis-moi, c'est quoi la bonne réponse à l'examen? Mais c'est... Ou genre, il me disait, est-ce que tu penses que Tesla puis Facebook, là, il y a eu une grosse chute, là, tu penses que c'est le bon temps d'acheter? Genre, c'est tout le temps des messages comme ça. Je suis genre, je pourrais jamais te donner une réponse claire, nette et précise. Là. Genre, je suis pas un dieu. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est même pas... tu pourrais en donner une réponse claire et précise, mais il faudrait que tu poses une centaine de questions avant là, pour vraiment savoir le bon profil de la personne et tout. Mais c'est vraiment ça, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux, de pas trop te laisser influencer par la pression de consommation externe. Ça, c'est tellement tough, là, by the way, là, genre de pas se laisser influencer par comme ton entourage, là, genre en finance, c'est vraiment difficile. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons... la frénésie des nouvelles en général, là, je l'ai dit puis je le redis souvent, comme en finance ou quand vient le temps de placer son argent, quand tu entends parler de ça par tes amis ou à la télévision ou à un souper, genre, il est trop tard, là, right? On a eu quelques épisodes Ako. Shout-out Ako, là, c'est un cascadeur d'Hollywood, puis il parlait justement que lui avait acheté des sections de cannabis comme en 2015, alors que ses partners sur une scène de tournage à Hollywood, il était comme cannabis is gonna be hot, genre, puis ça va vraiment se passer, c'est le temps d'acheter, puis là, comme il a acheté à l'apogée, au sommet de la charte, puis tu sais, comme là maintenant, il y a eu comme un gros crash, puis c'est toujours ça, tu sais, c'est achète la rumeur, vend la nouvelle. Fait que de ne pas se laisser influencer, je pense que c'est difficile, surtout quand ça fait la une des journaux, mais c'est ça. Bref, tu peux continuer. Là. Fait après ça, je comprends mieux ce que tu veux dire. Ouais. Tu as tout à fait raison. Mais c'est ça, c'est de vraiment se poser des questions, savoir qu'est-ce que tu veux, que ce soit à court, moyen, long terme, puis des fois, tu peux penser que c'est une bonne influence, là, quelqu'un qui se dit moi, ce que je veux, c'est vraiment à long terme, c'est important pour moi de parier à long terme, tout, mais que c'est pas vraiment ce qui est important pour lui au final, puis que justement, ça l'est tellement pas que dans le day-to-day, il agira pas comme un investisseur à long terme. Ben, il aurait été mieux d'être honnête avec lui-même au début, honnête avec la personne qui va gérer ses finances, puis qui s'en aide dans des investissements, ou juste qui gère ses manières son argent d'une manière plus... pas sporadique, là, mais ponctuelle. Oui, structuré. C'est ça. Ben, oui, structuré. Ben, tu vas pas aller mettre de l'argent dans des comptes que tu peux pas sortir, puis là, ça va te créer de l'anxiété financière parce que tu n'y as pas accès. T'sais, au final, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu as envie de faire, puis de pas avoir peur de te poser les vraies questions, puis de verbaliser les vraies réponses. Là. Je me demandais... j'imagine que dans ton entourage, tu vas commencer à te faire poser des questions sur les finances. Je ne sais pas si c'est des gens qui t'écrivent. C'est quoi un peu les questions les plus courantes que toi, tu reçois, mettons?
c'est tout le temps, pas tout le temps, là, mais la plupart du temps, c'est... je me suis ouvert un CELI, j'ai vu ton contenu, puis je me suis fait un CELI, je suis pas contente. Je voulais juste savoir, est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Il y en a justement dernièrement qui me dit, est-ce que tu penses que 1 000 c'est trop, genre, pour commencer à investir dans le CELI, vu que je suis pas trop au courant. Fait que ça, c'est des types de questions que j'ai, puis c'est des super bonnes questions, là, à poser, parce que ça l'ouvre le discours de, j'ai pu lui dire, ça dépend vraiment, là, c'est pas... Tu risques pas de mettre trop dans un CELI parce que tu peux un peu le retirer n'importe quand, mais c'est après, dans ton CELI, il va être investi dans quoi? Est-ce qu'il va être investi dans des trucs risqués, dans des trucs plus safe? Fait que j'ai dit, mets l'argent que tu as envie d'avoir de côté. Sache, ton CELI que tu viens d'ouvrir, tu as envie de l'utiliser pourquoi? Est-ce que c'est pour dans 5 ans? Est-ce que c'est pour dans 10 ans? Est-ce que c'est comme fonds d'urgence que tu l'utilises? Juste d'être au courant de la raison pour laquelle est-ce que tu fais ça. Ne pas s'arrêter à juste se dire, on m'a dit toute ma vie je devrais mettre de l'argent de côté, je vais le faire. Oui, ça va marcher pendant un moment, mais éventuellement, si tu veux une vraie optimisation de tes finances personnelles, il faut que tu aies creusé un petit peu plus loin. Vraiment, puis j'ai l'impression qu'on se fait poser la question, j'ai pas encore assez d'argent pour commencer à investir en bourse, mais tu peux commencer avec 50 $. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de développer une habitude d'épargne, genre. Puis comme d'avoir un système où à chaque paye, tu l'épargnes puis tu l'investis directement. Est-ce que toi, mettons, tu utilises des outils? Est-ce que tu as un fichier Excel, toi, que tu utilises au day-to-day, ou comment tu fais, toi, pour structurer un peu tes finances? Oui, c'est ça. Puis ça, c'est une autre chose là, de la base, de, comme bien gérer. De la fondation. C'est ça que tu me parlais au tout début. Là. C'est de savoir avec quel outil est-ce que tu fonctionnes. Moi, je fonctionne avec beaucoup d'outils. Puis c'est pas que je veux pas le dire, je vais le dire, là, mais je veux pas que les gens prennent exemple, parce que pour moi, c'est correct de faire ces suivis-là, parce que je m'en fous d'avoir 4 banques, puis 2 comptes de trading, puis un investissement avec un conseiller que j'ai connu, parce que c'est clair dans ma tête, de toute façon, c'est pas mêlant. Mais pour les gens qui commencent, c'est genre bento. Ouais, c'est ça, tu sais, moi, j'ai vraiment optimisé. L'objectif, c'est toujours l'optimisation. Là. Fait que moi, j'ai optimisé les connaissances que j'avais en allant chercher, comme mon compte entreprise, j'étais allée prendre le compte que j'allais avoir 0 frais. Mais tous mes prêts puis cartes de crédit, c'était avec une certaine institution, parce que je sais que c'est eux qui ont les meilleurs taux, puis aussi qui permettent les meilleurs, comme par exemple des marges de crédit étudiantes. Là. C'est vraiment malade. Ouais, c'est ça. Puis je savais même pas, mais en faisant mes recherches pour avoir une marge, il y a des banques qui vont te permettre, après tes études, de garder ça en marge. Puis il y a d'autres banque, ça va juste devenir un prêt personnel. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment tout regardé ça pour savoir qu'est-ce qui allait être le mieux. Fait que c'est bon de poser des questions. Puis ça, c'est pas obligé d'être des questions pointues, là, ça peut être super vaste, là, comme que la fille, elle m'a posé. Là, 1 000 $ dans ton CELI, est-ce que c'est trop? Qu'est-ce que tu fais avec ton premier 1 000 $? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être même pas une question, ça peut être juste de formuler ton insécurité. Genre, là, tu sais, j'aimerais avoir une marge de crédit, mais je comprends pas trop. Genre, on m'a dit que j'aimerais avoir une marge de crédit, mais je comprends pas trop pourquoi, dans le fond. Genre, peux-tu me l'expliquer, à la personne avec qui tu l'ouvres, puis pourquoi, tu sais, est-ce que chaque marge de crédit est pareil partout? Tu sais, vraiment, pas hésiter de poser toutes les questions qui peuvent nous venir en tête. Fait que, voulais-tu que je termine en disant... Vas-y, excuse-moi, il n'y a pas de problème. J'allais te couper. Ouais, c'est ça. Fait que compte d'entreprise, prêt, mon fonds d'urgence, moi, c'est dans un compte épargne, c'est pas mon CELI. Puis, tu sais, j'étais allée chercher le compte épargne intérêt élevé, que c'est des bons intérêts, que je voyais qu'il y avait le plus haut taux d'intérêt, mais on s'entend qu'en ce moment, c'est pas incroyable tout de même, mais bon. Fait que mes affaires sont vraiment séparées de cette manière-là. Puis j'ai, tu sais, un REER que je gère moi-même, un CELI que je gère moi-même, puis un REER qui est géré par un gestionnaire de portefeuille là, dans des fonds d'investissement, puis un CELI qui est géré par un gestionnaire de portefeuille dans des fonds d'investissement, avec une conseillère avec qui j'ai déjà travaillé, que j'aime beaucoup. Puis tu sais, la simple raison, c'est parce que moi, je trouve que c'est vraiment important, la diversification. Puis tout le monde, je pense ça aussi, mais je le vois vraiment at large, genre dans toutes mes finances, comme la diversification de où est-ce que mes produits vont être. Puis le fait de dire tu sais, moi je veux tout gérer moi parce que je veux pas payer de frais. Ouais, mais en même temps, tu sais, je le sais
que j'en ai des connaissances. Vraiment, j'ai pas toutes les connaissances du monde. Vraiment pas. Même qu'en trading, je fais pas de day trading, un peu de swing trading, mais vraiment, c'est plus des stocks que j'achète parce que je me dis qu'à long terme, ça va avoir de la croissance. Tu crois au projet puis à la business. Je sais déjà qu'il y a un bon dividende qui est toujours remis aux investisseurs. Fait que c'est plus des sites en lesquels j'ai confiance à long terme. Mais reste que, encore une fois, genre, mon opinion doit être biaisée, là. Il y a plein de compagnies que je dois pas connaître puis que j'ai pas envie non plus de commencer à prendre le temps de savoir toutes les compagnies qu'il y a sur le marché. Je m'en sortirai jamais. Je vais faire $1 million en mettant $1 de côté toute ma vie avant de savoir les états financiers de toutes les entreprises cotées en bourse. Fait que c'est pour ça que j'ai la conseillère avec qui j'ai travaillé, que j'aime bien. Ben, j'aime la plateforme. Le gestionnaire de portefeuille qui gère les fonds dans lesquels mon argent est investi. J'aime sa manière de fonctionner, sa manière de choisir les titres pour moi, dans le fond, puis je m'en fous complètement de payer un frais pour ça. Parce que ça vaut... moi, je trouve que ça vaut ça. Ouais. Absolument, là, tu sais. Mais c'est nice parce que, écoute, j'ai mille une questions sur ce que tu viens de dire. Tu sais, comme les frais de gestion, etc. Tu sais, moi et Simon, on en a parlé plusieurs fois sur le podcast. Tu sais, un 2% de frais de gestion sur 10, 20, 30 ans. Tu sais, vous pouvez aller voir sur l'AMF, le site de l'Autorité des marchés financiers. Il y a un calculateur qui est gratuit. Bref, ça représente, tu sais, des dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars sur 10, 15, 20, 30 ans. Oui, la diversification, je pense que c'est une bonne chose à un certain degré, tu sais, tout dépendant de quel âge et de ton profil de risque, c'est lequel. Mais par rapport à ton conseiller financier, tu sais, je me demandais, tu sais, pourquoi est-ce que, mettons, au lieu d'acheter un FNB, parce que, tu sais, il y a beaucoup de conseillers financiers en général qui achètent des portefeuilles qui sont déjà préconstruits. Là. Fait que, en général, il faut enlever le mythe que les gens vont sélectionner des actions individuelles puis qu'ils vont trader pour toi. Là. Tu sais, les petits investisseurs, malheureusement, ça se fait pas mal juste en 2-3 clics de genre, j'achète le FNB puis that's it, selon calqué sur ton profil de risque. Tu sais. Pour les gens qui ont des gros portefeuilles comme 500 000 $ et plus en actifs sous gestion. Mais on a eu l'invité j'ai oublié le nom de son livre, Petit et grand mensonge là, de votre... c'est lui. C'est pas lui mon conseiller, mais moi j'ai été adjointe de Fabien Major pendant OK, exact. Ben, c'est ça, shout-out Fabien Major. Fabien, allô! Fabien Major, c'est ça, il est venu sur le podcast. Ah, ben là. Cet été, puis lui, il gère justement des actifs comme... Ben moi, c'est avec eux autres que mes... OK, c'est pour ça. Ouais. Right, OK, bon, elle a la nuance, dans le fond. Mais oui et non, mais tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai pas 500 000 qui gèrent avec eux. Elle a 500 000 $. Mais tu sais, ça pourrait. Je connais des jeunes qui sont vraiment... qui font de l'argent, là, après c'est de savoir la gérer, là. mais c'est juste... c'est juste que c'est vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup d'institutions qui ça fonctionne comme ça. Ils ont déjà des packages faits, puis moi, c'est un peu ce que je trouve tannant. Mais je pense vraiment pas que, tu sais, je sais que c'est pas la conseillère, ben tu sais, c'est une relève de Fabien, là, on travaillait tout le monde ensemble. Je sais que c'est pas elle qui choisit les titres, mais les fonds, puis tu sais, c'est des portefeuilles que j'ai. À l'intérieur, il y a des fonds. Dans les fonds, il y a des centaines de... Tu sais, c'est gros. Puis le gestionnaire de portefeuille dont je parle, lui, il y a une équipe qui l'aide à sélectionner les titres. Fait que oui, ça descend vraiment très loin. Là. Mais au lieu, pourquoi est-ce que j'achète pas juste le FNB, S&P 500, mettons? Là? C'est parce que moi, je vois l'investissement comme justement où est-ce que je veux que mon argent aille. Est-ce que je veux juste avoir du rendement? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de juste faire avec mon argent? Personnellement, non. Tu sais, les fonds dans lesquels je t'investis, c'est des fonds ESG. OK, nice. Fait que ESG, pour les gens qui savent pas c'est quoi, ça veut dire quoi? C'est des fonds d'investissement qui vont avoir des critères écologiques, sociaux ou de gouvernance. Mais tu sais, on pourrait en parler longtemps, là, puis... Hey, je vais dire de quoi je reçois Gérald Fillon lundi. Oh! Lundi, pour parler de son livre L'heure des choix. Ah ouais, c'est fucking nice. Gérald Fillon, c'est... je le trouve vraiment cool. Ah ouais. Je te jure, j'ai pleuré de joie. Tu l'as juste comme DM, genre? Ben, il a sorti son livre qui parle d'investissement responsable puis de toute l'économie puis l'écologie. Je me demande, il va tellement vendre d'exemplaires, là. J'imagine. Mais moi, j'ai fini son livre, puis excellent, honnêtement. Il est sorti son livre? Oui, il est sorti en novembre, ça fait pas tant. Ou peut-être en décembre. Je vais essayer de voir sur le podcast. Oui. Ah non, j'ai vraiment, vraiment hâte. Fait que ESG, c'est des investissements qui vont répondre à des critères, soit écologiques. Fait que c'est des compagnies qui vont être
les compagnies qui vont être dans le fonds d'investissement, ça va être des compagnies qui... c'est parce que ça dépend comment que les critères sont appliqués. Ouais. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait du soin à la planète ou qu'il y ait une cause sociale ou qu'il y ait une cause gouvernementale. Mais c'est vraiment encore pas récent, mais c'est juste la manière que c'est un peu comme des produits bio, OK? Là, lundi, je reçois Ségera Fillon puis Yves Razafine-Razaka, qui est un autre conseiller qui travaille avec le cabinet de Major. Nice. Puis lui, il a fait une licence là, vraiment pour les fonds ESG. Puis la licence, elle n'est même pas reconnue, mais c'est juste parce que ça l'intéresse vraiment. Puis il va l'expliquer vraiment mieux que moi. Là. Fait que si vous voulez aller écouter l'entrevue quand ça va sortir, ça va être ça. Mais on mettra les liens dans l'épisode au pire pour que les gens puissent aller voir. Merci. Mais ça, ce qu'il me disait un peu, c'est que c'est comme un peu des produits bio. C'est que oui, l'étiquette, ça va être marqué bio dessus, mais il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Peut-être qu'ils ont utilisé 15 fois plus d'eau pour que ça soit bio, peut-être que blablabla. C'est ça, parce que il y a la notion de greenwashing. Fait que, est-ce que d'après toi, dans le marché financier, dans l'argent que tu places en ce moment, il y a aussi genre du greenwashing? Probable, il y en a dans le marché, oui. Mais moi, c'est pour ça que c'est ce fonds-là, avec ce gestionnaire-là. Je suis allée voir parce qu'il y a des ETF dans le portefeuille. Je suis allée voir après les ETF, c'est quoi les compagnies qu'il y avait à l'intérieur. Je te dis pas que je les connais toutes par cœur, mais ça correspond à mes critères moindrement. Mais on le sait, il y a eu des fonds qui s'appelaient fonds verts écologiques, puis il y avait des compagnies pétrolières à l'intérieur. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça ne me dérange pas de payer mon frais. Je préfère payer mon... Puis anyway, ça fait vraiment du sens. Là. On pourrait continuer de parler des frais si ça tente, là, mais c'est en train d'être moins élevé. Les gens semblent plus vouloir payer. Ça leur dérange moins de payer de l'heure pour avoir des bons conseils. Puis, en tout cas, moi, c'est un petit peu. Moi, je pense que c'est une discussion qui est vraiment intéressante pour les gens qui nous écoutent parce que les frais de gestion, pendant des années, comme ma mère, mon père, ils vont payer. Mettons, dans ma famille, personne ne connaît le domaine financier, mettons. Puis, comme sans le savoir, ils auront payé des centaines de milliers de dollars en frais de gestion. Mais la ligne est fine, là. Parce qu'ils ont payé, disons, des centaines de milliers de dollars en frais de gestion. Combien ils auraient perdu s'ils avaient géré leurs choses eux-mêmes? Mais je te dis pas qu'il n'y a pas d'abus, par exemple. Mais quand ils se sont rendus compte que le monde ne comprenne vraiment pas, on va peut-être booster là. Ou, tu comprends, je te dis pas qu'il n'y a pas d'abus, mais la ligne est fine. Puis dans le sens que nous, on a le bootcamp, il y a beaucoup de gens qui commencent à nous lire puis à passer à travers le bootcamp. Puis j'ai un peu une espèce de contrebalancement ou toujours une guerre intérieure en moi qui dit, il y a quand même un impact à apprendre aux gens à investir en bourse, Fait que, comme moi et Simon, on en est conscient puis on essaie vraiment de faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on veut pas nécessairement diriger des gens vers des pertes monétaires, au contraire. On veut l'inverse, mais j'ai l'impression que, dans le domaine financier, il y a comme juste des trucs qui me titillent puis qui m'agacent un peu dans le sens que, comme la littératie financière, là, on s'entend, comme quand les gens, je parle de finance avec eux, ils comprennent. J'utilise juste pas des mots compliqués, Fait qu'il y a comme tout cet amalgame-là que je suis comme, guys, vous pouvez utiliser des mots qui sont moins compliqués, là. Mais on dirait que c'est ça que je trouve poche parce qu'il y a comme un gap de connaissances qui est un peu exploité, entre guillemets, Fait que comme, quand tu sors de ton rendez-vous avec ton conseiller financier et tu as mal à la tête, of course que tu vas placer ton argent avec lui parce que ça a l'air bien trop compliqué pour le faire. Right? On a le même discours. Mais c'est ça, puis j'ai l'impression que ça va changer. Puis je trouve que la firme que tu parles, j'oublie toujours son nom. Major, c'est Fabien Major. Exact. Fabien, je le trouve cool son approche parce que je pense qu'il est vraiment plus open envers ce que les gens paient, puis son créneau, il est comme différent un petit peu des autres institutions financières, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une belle révolution qui est en train de se faire. Je me demandais, allons-y, plongeons dans le futur ensemble, dans l'univers des crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Je t'en ai entendu parler un petit peu sur ton TikTok. D'ailleurs, on va mettre le lien de ton TikTok là, dans les notes de l'épisode pour les gens qui veulent en entendre parler. C'est quoi un petit peu ton point de vue par rapport au futur, puis le domaine financier? Je pense que tu trempes dedans quand même là, tous les jours. C'est quoi un petit peu, tu penses, l'avenir du marché financier? Est-ce que tu penses que les cryptos ont une place? Ou comment tu vois ça, toi? Grosse question. Ouais. Je vais juste m'assurer qu'on ait fait... moi, je trouve que c'est important de regarder les nouvelles tendances financières puis de ne pas les regarder avec un œil de jugement, mais toujours avec
essayer de comprendre la raison de ce nouveau produit-là ou de cette nouvelle tendance-là. T'sais, au-delà de se dire est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va être pas bon, est-ce que c'est est-ce que c'est le futur est-ce qu'il y a une place dans l'avenir ou pas, la vérité, c'est que ça démontre une volonté des gens en ce moment. Ils veulent avoir plus de transparence. C'est vraiment, il y a un besoin, il a créé une monnaie décentralisée. Puis c'est quelque chose qu'on voit que, peu importe que ça soit le Bitcoin qui reste ou que ce soit un autre type une autre crypto-monnaie, je pense que l'avenir des finances va devoir être plus transparent. Puis il n'y aura pas le choix de s'adapter. Le domaine n'aura pas le choix de s'adapter parce que les gens, ils peuvent s'informer vraiment, vraiment facilement. Mais il y a toujours deux côtés à la médaille. Là, c'est qu'il y a toute la désinformation aussi qui peut, c'est tellement dangereux. Qui peut arriver. Mais c'est quoi qui est pire, la désinformation ou l'ignorance? Rendu là, on n'a pas la réponse. Je pense que la désinformation ou l'ignorance? Ben, on était, mettons, plus là-dedans. Puis le penchant au fait que les gens se réveillent puis qu'on ait plus accès à l'information, c'est bon, là, on peut s'informer, on sort de l'ignorance, mais on peut aussi être désinformé. Là. C'est ça. Cette semaine, j'ai reçu justement un courriel d'une madame là, qui est abonnée à Liberté 45, puis elle me disait, mon fils, il a fait affaire avec X plateforme de trading de crypto. Je m'en rappelle juste plus du nom. Là. Juste avec le nom, je pense que c'était genre Legal Crypto, whatever. En tout cas, faites attention, gars, c'est un gros scam. Puis tu sais, le jeune... Legal Crypto. Ouais, tu sais, déjà là, si t'as le nom... Tu veux te convaincre solide. Là. C'est ça, c'est comme, mettons, genre les sites web qui ont genre 10 000 badges, genre de transactions sécurisées. Genre, clairement, c'est pas sécurisé s'il y a autant de badges. Là. Ouais. Fait que, mais c'est ça, tu sais, puis elle me disait que son enfant, mais pas son enfant, là, mais je sais pas, il avait peut-être 18-20 ans, puis tu sais, qu'il avait comme tout perdu, puis là, il essayait de faire un recours pour comme récupérer ses cryptos, tu sais. Fait que, comme, faut faire fucking attention, là. Je pense que oui, c'est intéressant, mais soyez prudents, je pense. Right. Exactement. Puis c'est vraiment un bon exemple que tu as donné parce que le monde, ils disent non, mais la crypto, c'est de la merde. Je peux-tu parler comme ça ou. Ouais, let's go. Là, c'est... Ben, je suis sûre que Fabien ne parlait pas comme ça. Il parle bien. Fabien, en passant, il était des communications. Mais c'est ça. Sur pourquoi il communique. Right. Il y avait une émission de radio pendant genre fucking longtemps qu'il fait encore d'ailleurs, je pense. Ouais, ben il fait encore des chroniques pas mal. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que là, tu sais, moi, par exemple, là, que j'entends l'histoire que tu viens de dire, je me dis, ben là, les cryptos, c'est de la merde, c'est bien trop dangereux. La personne a tout perdu. Puis il y en a eu des histoires de monde qui ont tout perdu, là. Mais l'affaire, c'est que c'est pas la crypto le problème, c'était la plateforme. Right. Puis le monde, le monde qui profite du fait que c'est nouveau, que c'est récent. Puis c'est pas la crypto qui est un scam, c'est pas les NFT qui sont pas vrais. Je veux dire, c'est là, tu le vois. Mais la plateforme sur laquelle tu es en train de transiger, est-ce qu'elle est sécuritaire? C'est ça, la plupart du temps, les chiffres, là, la finance, à la base, il n'y a rien de mal. L'argent, il n'y a rien de mal. Après, le monde, comment il l'exploite, c'est ça qui se passe. Right. C'est pas philosophique, mais c'est vraiment juste ça quand même. Fait que moi, je pense que la crypto, puis toutes ces choses-là, c'est juste... je suis sûre que ça va rester. Puis est-ce que tu en possèdes, genre? Forme qu'en ce moment. Oui, mais pas beaucoup. J'en possède juste assez pour me donner envie de suivre qu'est-ce qui se passe puis d'aller voir mes investissements pour que quand on m'en parle, je sois pas complètement clueless. Mais je trouve que c'est... Mais tu sais, je suis vraiment pas l'experte. Puis même les gens qui sont les plus experts vont le dire qu'ils savent pas tout parce qu'il y a tellement du nouveau développement toujours. Ouais. Puis j'essaie d'en parler à l'émission souvent, mais à chaque fois, là, c'est compliqué, ça part dans tous les sens. Mais éventuellement, ça va être plus démocratisé, je suis sûre et certaine. Puis la raison pour laquelle aussi, là, tu disais... on peut investir à 50 $, puis mes parents, ils ont peut-être perdu des centaines de milliers de dollars, puis nos parents, là, mettons, en frais de gestion et tout. C'est vrai, mais comme tu dis, les gens, on dirait qu'ils veulent que ça change, puis c'est ça qui se passe. C'est que ça change parce que l'investissement est rendu plus accessible. Avant, c'était vraiment une affaire de riches. Mais c'est comme ça. Si t'es pas riche, tu investiras pas. Puis c'était aussi un univers, c'est un univers un peu hautain, tu sais. Puis là, tout change. Oui, puis quand j'en parle, mettons, à ma mère, par exemple, tu sais,
Elle me dit, ah ouais, tu sais, moi, j'aurais toujours aimé ça, investir moi-même mon argent. Mais tu sais, j'ai dit, ouais, mais en même temps, à ton époque, tu n'avais pas les plateformes que nous, on Non, a. Genre. Tu sais, j'ai parlé à Mario Lamoureux de Bourse 101, tu sais, comme c'est un trader, genre, depuis les années comme 70-80, tu sais. Il analysait ses graphiques sur papier, genre, tu sais, il faisait ses placements par téléphone, tu sais. Fait que, comme c'était vraiment pas accessible comme ça l'est, là. Fait que, évidemment, c'est un couteau à double tranchant parce que, comme, tu peux panic sell at any time, genre, tu sais, tu peux juste aller sur ton app puis juste comme vendre comme de façon beaucoup trop sensationnelle. Mais je pense que c'est ça. Il faut mettre les choses en perspective aussi. Tu sais, comme back then, c'était juste pas possible d'investir en bourse. Maintenant, ça l'est. Mais je pense que oui, tu as raison. Au niveau de la transparence, c'est un petit peu inévitable. Puis je pense que tu sais, le podcast, puis ce que tu fais aussi. C'est ça. Vise ça. Je voulais savoir, tu sais... Fait que le monde, il se demande qu'est-ce que je dois faire, Faites ça. Écoutez des choses, écoutez du contenu, tu sais, restez curieux, puis ça va bien aller à ce moment-là. Je pense que, ouais, déjà là, c'est sûr que ça l'aide. Je voulais savoir, tu sais, TikTok, sur une note un peu moins sérieuse, mettons, je trouve ça weird parce que, tu sais, mettons, t'as un compte TikTok, genre, c'est comme super au forefront de, genre, mettons, de l'innovation, genre, des réseaux sociaux. Mais en même temps, t'es comme... Ton médium, c'est genre, t'as une émission de télévision, genre. OK? Fait que là, t'es comme... T'es super populaire, mettons, sur TikTok, mais ton émission est à la télé, genre. Je comprends pas. Genre, pourquoi tu passes juste pas ton show sur comme YouTube, genre? Ben, c'est vraiment intéressant que tu me poses la question. J'ai trouvé intéressant tes questions. Mais... ben, à la base, je suis pas très technophile. Le montage et tout. Mais... Puis je me suis posé la question aussi dernièrement. Là, je me suis dit, bon, tu sais, si éventuellement la télé, ça fonctionne plus trop, ben, tu sais, ça fonctionne déjà plus trop. Il faut qu'il. Ben, ça va. Ouais, est-ce que tu connais des gens de ton âge qui vont acheter le câble, genre, quand ils vont être en appart ou avoir une maison, genre? Non. Non, vraiment pas. Mais ça devient la télé connectée, tu sais, mettons, nouveau sur Internet, tu sais, éventuellement. Puis ça va faire que. Parce que là, c'est tout l'aspect de la publicité, tu sais, tout leur revenu de publicité. Avant, la publicité à la télé, ça coûtait vraiment cher parce que quand le monde écoutait, tout le monde en parle le dimanche soir, la pub, elle passait tout en même temps, puis tout le monde qui l'écoutait, c'est ça qui se passait. Mais là, si t'es sur la télé connectée, la pub, elle passe pas en même temps, puis tu peux peut-être la skipper. Que le coût de publicité devient vraiment moins cher, mais il y a encore beaucoup d'argent à faire avec ça. Puis j'ai fait une entrevue qui va partir dans pas long. C'était comme drôle. Ouais, c'était comme drôle parce que dans le fond, j'étais à la télé, puis j'étais comme, mais dans le fond, on va-tu mourir? Est-ce que je vais encore pouvoir faire ce que je vais? Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup de potentiel là, que ça continue d'évoluer, ce médium-là. C'est juste de savoir si les gens qui sont à la tête de ces entreprises-là qui diffusent des émissions télé vont être capables de s'adapter. Mais habituellement, tu sais, c'est des gens qui ont construit des pas pires empires déjà. Fait que s'ils sont pas capables, là, c'est un signe qu'il fallait que ça devienne comme les vinyles puis que ce soit vintage puis cute. Mais la raison pour laquelle, à la base, j'ai fait l'émission, c'est à cause de ça, parce que j'avais plus d'encadrement en faisant l'émission. T'avais une opportunité et tu l'as saisie. Oui, exactement. J'avais le filmage, le montage et tout. Mais à long terme, je sais que je veux rester aussi avec un médium plus traditionnel. Genre, ben, regarde, c'est rare en plus que je suis pas nuancée, moi, dans ce que je dis. Mais ça, j'y ai réfléchi. Puis absolument. Mais quand tu veux dire traditionnel, c'est genre, tu veux rester à la télévision, genre? Ben, tu sais, après ça, c'est diffusé, là, regarde, par... je sais pas, là. TVA, genre, ben, ouais, mais dans le sens, tu sais, la télé, là, qu'on regarde, là, physiquement, ça ressemblera peut-être pas à ça, là, tu comprends? Dans le fond, la télé ou YouTube, ça reste juste quelque chose de diffusé, mais ce qui est différent entre la télé et YouTube, souvent, c'est qu'il y a une équipe derrière l'émission de télé. On n'est pas 10, on est 3. Moi, mon réalisateur, un recherchiste. Puis juste le fait d'avoir, tu sais, de faire des rencontres de production, puis d'avoir leur idée, d'avoir leur vision des choses, moi, je pense que ça l'aide beaucoup à mon contenu. Puis ça le fait avancer aussi. Puis je trouve ça important qu'on continue à avoir du contenu, que c'est pas juste une personne qui donne son opinion, même si on peut tout faire par nous-mêmes, tout seul, dans notre studio, avec des robots. Mais je trouve ça le fun aussi parce que ça l'amène une genre de... Ça l'enlève une barrière. Tu as l'impression de connecter direct avec la personne, comme quand tu vas sur mon TikTok, tu sais que c'est moi à 100%. C'est authentique, Puis là, tu me regardes... tu regardes mon émission, puis je parle pas tout à fait pareil. Mais c'est ça. J'ai écouté
des segments de ton émission, puis je suis comme, est-ce que c'est la même personne, genre? Tu sais, comme ça a l'air super professionnel et tout. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, versus nous, personnellement, tu sais, sur le podcast, c'est quand même assez freestyle, là, dans le sens que, tu sais, on essaie d'aller directement droit au but, puis juste de poser des questions qui nous intéressent vraiment. Tu sais, moi, personnellement, ce que je pose en ce moment, tu sais, les questions et tout, ça me touche, tu sais, puis je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue. Tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'avec la télé, au contraire, l'espèce de script, tu sais, on perd un petit peu de cette comme je m'intéresse vraiment à cette personne-là, mais je vais y poser des questions après l'émission, genre. Tu sais. Nous, c'est genre juste, alright, on rentre sur le podcast, puis je te pose les questions qui me tentent live, là, tu sais, right? Ah, mais tu sais, dans le fond, tu sais, pourquoi un empêcherait l'autre? Moi, exact. C'est ça que je me dis au final. Puis que tu sais, ben, admettons, là, je ne nous ai pas réécouté, là, mais je pense pas que qu'est-ce qu'on a dit, ça pourrait faire qu'il y ait une mauvaise répercussion, mettons, sur quelqu'un qui nous écoute. Mais tu sais, un TikTok là, de 30 secondes que je donne mon opinion sur une affaire, c'est dangereux. Ça peut être dangereux, exactement. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important de continuer aussi à faire des choses qui vont être qui vont avoir été plus réfléchies, qu'il va y avoir une équipe derrière. Tu sais, on tombe pas dans un peu la lâcheté de vouloir dire son opinion puis de faire réagir. Puis c'est un peu, tu sais, les médias, c'est un peu... C'est ça que je trouverais dommage qu'ils disparaissent. On dirait que là, le monde vient de se rendre compte que c'est pas vrai, tu sais, ce qu'ils disent dans les médias, c'est pas la vérité absolue. Non, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. C'est vrai que c'est choquant. Mais tu sais, tant mieux justement si ça te choque puis que t'es capable de développer ta pensée là-dessus puis d'avoir des arguments, vraiment. Puis en même temps, ça va empêcher que, mettons, justement, on se fasse trop abuser par qu'est-ce qu'on se fait donner comme information. Mais je trouve que c'est important, encore une fois, qu'il y ait des gens qui sortent des nouvelles, puis que ça soit pas ce que toi t'aurais sorti, parce que le jour qu'on sera une société vraiment uniforme, qu'on pense tous de la même manière, je pense qu'on va arrêter de se développer, honnêtement. Mais je pense que tu es un bel exemple de ce que tu viens de dire, pour comme juste matérialiser ton idée. Là, par exemple, au Canada, il y a 6 grandes banques, ils représentent, je sais pas, peut-être 30% du budget marketing genre de la télévision. Fait que, évidemment que ça va créer un seul message, right? Fait que je pense que c'est cool d'avoir une opinion comme toi où tu n'as pas nécessairement de produit qui est rattaché à ta télévision. Je pense que c'est l'avantage d'une communauté aussi, là, c'est d'ouvrir encore une fois le dialogue. Je me demandais, toi, en ce moment, tes objectifs, tu as l'air de quelqu'un qui fait quand même pas mal de budget, puis qui est structuré, puis qui a quand même de la drive. Est-ce que tu as des objectifs reliés un petit peu à TikTok ou MATV, ou est-ce que tu penses partir peut-être ton propre podcast, ou est-ce que tu veux, ben là, clairement, tu veux pas devenir indépendante, là, de ce que je comprends? En tout cas. Ben, c'est pas que je voudrais pas être indépendante, c'est juste que je veux avoir d'autres gens qui donnent leur opinion sur qu'est-ce qui est produit aussi. Mais, puis juste mini parenthèse, là, tu dis Big Six, puis c'est sûr que c'est... Puis oui, t'as raison. Puis moi, ça a vraiment été un dilemme quand j'ai parti l'émission. Puis si ça n'avait pas été de mon âge, de mon objectif, moi, j'étais juste comme moi, je vais avoir du fun. C'est ça. Je pensais faire ça bénévolement. Puis là, j'avais des offres de comment, on va commencer ton émission. Puis là, j'étais genre, ouais, mais dans le fond, je veux pas mettre de bannière devant. Il y avait des commandites? Ben, c'était possible. J'aurais pu avoir des partenaires, genre, justement, l'univers financier. Tes noms, puis là, ça leur donne un partenariat ici. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais honnêtement, tu pourrais le faire si tu veux. Puis, mettons, la fondation avec laquelle je travaille, c'est un peu ça qu'ils font, mais ils vont chercher, tu sais, ils ont, mettons, les 6, Big Six, qui présentent plein d'ateliers différents, fait que ça finit par être correct. Mais c'était vraiment important pour moi que mon message, justement, soit pas biaisé. Ouais. Vraiment. J'aime ça. J'ai pas fait ça, finalement. Fait que sur le court terme, j'ai probablement perdu plein d'argent, mais encore une fois, ça, je sais pas, là, je suis peut-être un petit peu pas à côté de la plaque, mais pas comme le type de personne qui s'en vont en finance habituellement. Je fais vraiment ça parce que ça me passionne. Mais c'est ça. Je me trouve quasiment bizarre. Je fais, voyons. Ah non, t'aimes ça pour de vrai. Là. À mon temps, j'étais dans mon cours d'économie, j'étais T'étais genre en extase. Oh ouais, littéralement. T'as-tu appris des trucs fascinants dans tes cours d'économie récemment? Y a-tu un truc qui t'a genre fait « Oh wow, faut que je partage ça ». Ouais, puis je viens de faire un TikTok dessus. Ben tu sais, c'est pas...
Puis il faudrait que je te montre mes cahiers de notes. C'est drôle, je dessine tout le temps une petite ampoule. Là, quand mon prof il dit de quoi, puis je suis comme, wow, c'est parce qu'il est vraiment intéressant. Mon prof, là, il arrive du Gabon, puis genre, il est comme expulsé du Gabon parce que justement, il veut essayer de. Démocratiser les finances, genre. Ben oui, mais tu sais, d'aider la population, mais il y a beaucoup de corruption là-bas. Fait que ça fait que il s'est fait comme barrer, tu sais, parce qu'il proposait des politiques qui est exilé, économiques et tout. Ouais, exactement. Mais il est super intéressant. Là. Puis là, à chaque fois qu'il dit quoi intéressant, je mets une petite ampoule, puis j'écris exactement ce qu'il a dit. Ouais. Souvent quand tu dis quelque chose que tu n'as pas le droit de dire, c'est probablement que c'est vrai. Genre. Fait que c'est genre exactement ce qui est arrivé. Mais en même temps, il est comme tellement content de pouvoir le dire ici. C'est ça. Fait que je trouve ça encore plus fun de vivre ça. Mais tu sais, il disait, par exemple, puis j'ai fait le TikTok tantôt là-dessus, mais l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ton bien-être matériel, il dépend de ton pouvoir d'achat. Puis c'est comme vraiment, c'est vraiment clair. C'est un peu qu'est-ce qu'on dit toujours de, ben tu sais, l'argent, c'est pas l'argent qui te rend heureux, mais c'est ce que tu fais avec. Mais c'est même pas ce que tu fais, c'est ce que tu peux faire avec. Parce que tu pourrais, tu me donnes 1000$ ici pour dépenser aujourd'hui, puis je suis obligée de dépenser aujourd'hui. Super, je vais passer une super belle journée. Mais tu me donnes 1000$ pour le reste de l'année. C'est le même montant, mais tu sais, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Fait qu'il dit des petites choses comme ça. J'aime ça, c'est vraiment une belle phrase. Malheureusement, tu sais, juste ces genres de quotes-là, tu sais, en général, autant cheesy que ça puisse paraître, c'est juste tellement vrai. Puis, comme il y a des phrases puis des principes de base en finance, tu sais, comme, exemple, tu sais, le marché boursier est une machine, genre, qui transfère l'argent des gens qui sont patients, des impatients aux patients, genre, right? Mais tu sais, comme c'est tellement vrai, puis on dirait que toutes ces phrases-là clichés, tu sais, on les prend, puis on est genre, ils rentrent dans une oreille, puis ils sortent par l'autre, puis après ça, t'es comme, yeah, whatever, genre. Mais tu sais, les conseils de base, là, genre, en finance, si tu les appliques, honnêtement, ça fait une méga grosse différence, là, genre, c'est quand même fascinant. C'est vraiment ce que tu viens de dire, les concepts de base, parce qu'une fois, tout ce qui a l'air un peu plus compliqué, si tu as la base, là, puis ça doit être vraiment dans tout, mais ça revient très vite. Là. Comme justement, tu dis les conseillers, les planifs, whatever, ça a l'air super compliqué quand tu rentres dans leur bureau puis qu'ils t'expliquent tout, mais c'est vraiment juste comme une base. Qu'ils ont eu, puis après tu te mets à extrapoler là-dessus, puis là ça a l'air vraiment complexe, mais... Puis juste une petite parenthèse aussi sur ce que tu as dit, tu sais, moi personnellement, je vais devenir, tu sais, planificateur financier comme relativement bientôt, puis je vais rester comme je suis, là, dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui viennent m'écrire, puis merci, comme, guys, de m'écrire, j'adore ça, tu sais, mais, tu sais, ils disent, est-ce que tu peux placer mon argent pour moi, ou des trucs comme ça, tu sais, mais je dis, de un, non, j'ai pas encore mes licences, mais de deux, je veux, comme, que les gens passent de 0 à 1 par eux-mêmes, tu sais, fait que c'est ça l'initiative du bootcamp, puis on se dit, OK, mais, tu sais, c'est possible d'investir toi-même ton argent. Puis, tu sais, il y a plein de gens autour de moi maintenant qui commencent. Ils ont tous des conseillers financiers, ce qui est bien correct. Ce que je dis souvent, c'est l'important pour toi, c'est que tu sois en mesure que tu dors bien la nuit. Genre, quand tu arrives sur ton oreiller le soir, est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu es confortable? Ouais, good, ma mission est faite. Là, je te chicanerai pas parce que tu vas faire avec un conseiller financier. Au contraire. Là, genre, non, la seule fois que je vais te chicaner, c'est si, mettons, je te donne un outil de budget puis tu fais pas de budget. Genre. C'est possible d'épargner. Genre. Puis ça, je pense que c'est le truc plate, mais la base de toute forme d'enrichissement. Mais c'est ça, puis j'ai l'impression que. Puis ça revient un petit peu à ma question. Est-ce que tu as des objectifs un petit peu à court, moyen, long terme? C'est quoi un peu ta vision de ta carrière en ce moment? Oui. Ce que j'aimerais, là, best case scenario, puis j'en ai parlé il y a pas trop longtemps, puis même ma TV m'en parle des fois, ils disent, Marianne, tu vas finir par produire ton... En ce moment, je suis productrice au contenu, puis animatrice, fait que c'est mon concept, mon show, le contenu, c'est moi qui le choisis, mais tu sais, les caméras, la production, les droits de diffusion pour la première année, c'est eux, là, tu sais. OK. Fait que, mais éventuellement, j'aimerais ça, je pense, avoir mon... Même en fait, mon entreprise s'appelle Marianne Sphere Production, ça veut absolument rien dire, tu sais, c'est enregistré, là, c'est même pas incorporé. Mais si je l'ai enregistré, ça va faire quasiment 1 an et demi, 2 ans. Fait que ça en dit long que inconsciemment, c'était quelque chose que je savais que je voulais faire. J'aimerais avoir ma boîte de production puis faire du contenu éducatif. Puis après, peut-être que ça va être TVA qui achèterait mon show que je vais avoir produit dans la maison de production, ou peut-être que ça va être d'autres médias. J'aimerais ça aussi, mettons, Chenelière Éducation, là, c'est quelque chose, peut-être que quelqu'un va pogner ce là finalement. Lancer dans l'univers. Mais c'est ça, surtout avec... ou va le faire, finalement, ça ne sera pas moi, mais c'est pas plus grave. Mais avec l'école en ligne, tu sais, il y aura
beaucoup plus de contenu qui va se faire, je pense, par vidéo. Fait que, c'est ça, avoir ma boîte de production de contenu éducatif qui pourra servir pour plein de choses, que ce soit divertissement, éducation, ou dans des entreprises, ou même justement pour des banques ou l'AMF ou des affaires comme ça. Right. Parce que j'ai l'impression que c'est juste le type de... Je pense même pas qu'ils veulent mal faire. Là. Il y a sûrement du monde à quelque part que leur objectif n'était pas de désinformer, bien faire. Là. Puis que c'était vraiment très, mettons, capitaliste comme façon approche, de penser. Puis c'est correct aussi. Mais je pense que la part du monde, ils veulent bien faire. C'est juste qu'ils ont de la misère à comme adopter. Dans le domaine financier, tu veux dire? Oui, exactement. Dans le domaine financier, adopter leur discours puis leur angle de communication. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais tu sais, moi, je veux avoir mon planif aussi. Là. Je fais le même bac que toi, mais moi, j'ai pas fini tout de suite. Là. Il me reste au moins 1 an et demi, 2 ans. Puis j'aimerais avoir mon planif, avoir quelques clients que je m'entends vraiment bien avec eux, puis surtout que je peux bien m'occuper d'eux parce que je vais sûrement avoir d'autres choses aussi. Mais de travailler avec... Ben, tu sais, comme Major un peu. Puis il y en a d'autres des cabinets comme Major en passant. C'est juste qu'il est bon, Major, dans ce qu'il fait, puis les apparitions qu'il fait aussi. Là. Mais d'avoir un genre de cabinet Dream Team avec du monde qui pense comme toi puis moi, puis qu'on ait des planifs, puis qu'on gère qu'est-ce qu'on est capable de gérer, puis que la valeur qu'on apporte à soit réelle. C'est nice, by the way. Moi et Simon, on s'est fait approcher par une personne qui écoute le podcast, justement. Je dirais pas son nom, mais... il y a vraiment des grosses opportunités là, pour les gens qui nous écoutent aussi. En termes de formation en continu, là, il y a comme, mettons, je veux dire la coalition, mais ça n'a pas rapport. Là, c'est la firme des ingénieurs là, du Québec, whatever. Il y a plein de formations en continu comme ça où les entreprises doivent dépenser 1% de leur budget sur la formation. T'sais. Puis, veut pas, les finances personnelles, nous, on commence à en faire des conférences dans les écoles, puis on se fait demander de faire de plus en plus de conférences dans des entreprises. Fait que, si ça t'intéresse, je pense que oui, c'est un créneau puis une grosse opportunité parce que je sais pas si tu savais, ça l'angoisse fucking les gens, genre. Puis, mettons d'un point de vue de l'employeur, qui a une entreprise puis des employés, mais tu sais, OK, oui, c'est cool, tu leur donnes des dollars, genre. Mais si après ça, quand ils les ont dans les mains puis ça les angoisse puis ils savent pas s'ils vont avoir à leur fin de mois, c'est sûr que ça va affecter leur bien-être, leur productivité puis genre l'environnement de travail dans lequel ils sont, right? Fait que honnêtement, je pense que, tu sais, il y a une grosse démocratisation, puis si ça t'intéresse, je pense que tu devrais comme plonger là-dedans, là, juste aller faire des formations continues dans les entreprises. Je pense que ça pourrait être winner pour toi. Là, surtout, en plus, tu as déjà un background de conférences et tout. Là, fait que, c'est pour ça, c'est vraiment gentil. Puis je vais m'aligner vers ça. Mais j'ai toujours la crainte, mais aussi vraiment l'envie d'avoir la formation nécessaire, d'avoir au moins un titre planif, fiscaliste, comptable ou whatever, juste pour justifier tout ça. Même que le titre en tant que tel, dans un autre contexte que celui du Québec, ça pourrait être pas nécessaire, mais on est vraiment très encadré ici. Puis dans un sens, tant mieux, mais encore une fois, toujours deux côtés de la médaille. Mais je voudrais pas justement risquer ma réputation puis non, c'est ça. À le faire tout de suite là, mais je fais mon petit bout de chemin. Mais c'est nice, parce que tu sais, je pense que ça rassure les gens aussi, tu sais, comme, mettons, quand les gens arrivent pour le bootcamp, puis là, ils pensent que moi et Simon, on est des hackers, genre, puis qu'on n'existe pas pour vrai, genre. Puis là, je suis comme, je suis en train de devenir planificateur financier, puis là, les gens sont genre, OK, fiouf, tu sais. Mais je ne veux pas changer mon modèle d'affaires, tu sais. Le but, ça va être quand même de juste comme avoir des outils pour les gens, genre, right? Anyways. En terminant, on approche là déjà l'heure. Je l'ai dit, je t'annonce, là, je parle, puis je parle. Non, mais c'est fascinant. En terminant, pour les gens qui nous écoutent, où est-ce qu'ils pourraient en connaître plus sur Marianne? J'ai fait un site Internet. J'ai dit que j'étais pas technophile ou whatever, mais là, je me suis forcée. Je me suis forcée. Moi, je le trouve cute. Je suis fière de moi. Fait mariannespears.com, en fait. Là. Nice. Avec un S ou pas de S? Pas de S. Okay. J'ai cru longtemps que Britney Spears était parente avec moi, mais ça a l'air que non. Oh, wow. OK, good, guys. Donc, on va mettre les notes de l'épisode, le show sur MATV aussi. On va aller mettre le lien pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Ça passe quand? C'est tous les mercredis à 21h30. C'est en rediffusion c'est le soir. Après. Okay, puis, nice. Vraiment important pour ceux justement qui ne sont pas abonnés au câble. L'émission, mettons, là, hier, il y a une émission qui est sortie à 21h30. Ouais. Dans une semaine exactement, mercredi prochain, cette émission-là va être disponible sur Internet pour n'importe qui pendant une semaine. Nice. Fait que, génial, guys. Fait que ça fait pas mal le tour. Merci infiniment, Marianne, pour ton temps. C'était un plaisir. Merci à toi, Hubert, pour tes bonnes questions et ta patience et l'invitation. Guys, merci de nous écouter. On se dit à la semaine prochaine.